j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la triste disparition d'Isabelle Laville. Nous sommes dans la région d'Auxerre, dans le département de l'Yonne. On est à 150 km au sud de la capitale. C'est une fin d'après-midi, somme toute ordinaire, ce vendredi 11 décembre 1987, quand la jeune Isabelle Laville, âgée de 17 ans, quitte, après 16 heures, le lycée où elle est inscrite, pour rejoindre le domicile de ses parents à Saint-Georges-sur-Baulches, petite commune résidentielle plutôt chic, située tout à côté d'Auxerre. La semaine de cours est finie. Isabelle a un trajet d'1,5 km à faire à pied. Elle en a l'habitude, elle aime bien marcher. Si la nuit n'est pas encore tombée sur la ville, il fait quand même déjà assez sombre. Preuve en est, c'est que les réverbères publics sont allumés et éclairent le trottoir où elle s'avance. Il n'y a pas grand monde qui se promène non plus. Mais Isabelle Laville n'arrivera jamais chez elle ce soir-là. L'enquête, lorsqu'elle sera reprise, plus de 15 ans après, permettra de déterminer avec exactitude ce qui s'est passé. En fait, Isabelle a été enlevée en voiture par un couple. Le scénario est tout simplement machiavélique. Nous y reviendrons. Transportée dans une maison où réside ce couple à Saint-Cyr-les-Colons, à 25 km au sud d'Auxerre, elle subira les assauts maléfiques de son agresseur avant de décéder. C'est en effet là qu'elle sera droguée, puis agressée sexuellement, avant d'être étranglée. Son corps ne sera retrouvé qu'en 2006, après d'intenses recherches, tout au fond d'un puits abandonné, dans la forêt de Bussy-en-Othe, toujours dans l'Yonne. Une magistrate avait alors tenu à rouvrir ce dossier, en lien avec d'autres faits criminels imputés à un homme particulièrement pervers. Et les gendarmes saisis de l'ensemble de ces faits y croient eux aussi. Isabelle avait été repérée la veille ou l'avant-veille par le couple maudit qui venait juste d'arriver dans la région, l'homme sortant de prison. Et cet homme avait déjà choisi sa victime qu'il attrapera dès le lendemain sans attendre. L'homme, le monstre, auteur de cette agression sexuelle et de cet assassinat horrible, s'appelle Michel Fourniret. Sa compagne et complice machiavélique se nomme Monique Olivier. Et ils marqueront 20 ans de l'histoire criminelle française. Pour lui, ce sera, après déjà une série conséquente de méfaits sordides, le premier crime. Il ne s'arrêtera pas là, hélas. Pour elle, l'apothéose de sa vie, celle qu'elle avait souhaité consacrer à cet homme en lui chassant des vierges pour son plaisir le plus pervers et salace. Mais, pour bien comprendre la trame de cette affaire complexe, début d'un faisceau criminel sans comparaison possible à ce jour, il nous faut tout d'abord revenir sur cette sombre soirée du 11 décembre 1987 à Auxerre. Ne voyant pas sa fille rentrer à l'heure habituelle, Marie-Jeanne, la mère d'Isabelle Laville, commence à s'inquiéter. Il est 16h55. Elle arrête donc son repassage et va à sa rencontre, en faisant le chemin à l'envers. Mais elle ne la croise pas. Son inquiétude augmente de minute en minute, et on la comprend aisément. Le soir même, les parents et Natacha, la sœur d'Isabelle, s'inquiètent. En effet, leur fille et sœur Isabelle est plutôt sérieuse, studieuse et calme, presque timide. Une fugue n'est même pas envisageable pour eux et leur autre fille Natacha, très complice avec sa sœur. Ils avisent le commissariat de police d'Auxerre, qui leur dit d'attendre, avance l'hypothèse de la fugue ou de la soirée chez une amie. On verra demain. Notons qu'en 1987,
en France, les procédures de disparition inquiétantes n'étaient pas du tout traitées de la même manière qu'aujourd'hui. C'est ainsi, et il nous faut le savoir, sans juger, sans porter de commentaires sur une époque et des procédés qui étaient ce qu'ils étaient. Le lendemain, les proches, voisins, amis d'Isabelle sont tous vus et interrogés. Aucun d'eux n'a eu de nouvelles d'Isabelle Laville après la sortie de l'établissement scolaire. L'itinéraire est refait plusieurs fois, tant par une patrouille de police que par les parents, qui l'avaient déjà fait en soirée et durant la nuit. Un chien policier est mis en piste, sans résultat probant malheureusement. Comble de l'histoire, cette disparition qui, aujourd'hui, apparaît de facto comme inquiétante, n'intéresse alors pas grand monde. On ne met pas grand moyen sur cette affaire qu'on classe résolument dans la catégorie fugue. La justice clôturera même l'enquête, un mois seulement après la disparition, le 21 janvier 1988. La famille est abasourdie, dévastée. C'est court, très court même. Mais c'est ainsi. Seule la presse reste mobilisée, ainsi que le célèbre club de football de l'époque, l'AJ Auxerre, avec ses joueurs vedettes, Éric Cantona ou Basile Boli, et son entraîneur charismatique, enfant du cru, Giroud. Ce n'est qu'en avril 2002, à compter du mercredi 2 avril très exactement, à la cour d'assises des Ardennes, à Charleville-Mézières, que les parents et la grande sœur connaîtront la vérité et apprendront de la bouche même de Monique Olivier, qui commence seulement à faire preuve d'un peu de repentir, les circonstances exactes de l'enlèvement et du calvaire d'Isabelle. Les parents d'Isabelle et sa sœur ne croient pas au repentir de cette ogresse, complice depuis toujours de cet homme qui, pour eux, est le diable personnifié, le mal absolu. Marie-Jeanne arrive à parler avec Monique Olivier, qui, le regard dans le vide, un peu fuyante, annonce des regrets, essaie d'avouer qu'elle ne savait pas. C'est bien tard et bien maladroit. Car l'histoire est tout autre. C'est Monique Olivier qui, ce soir fatidique du 11 décembre 1987, au volant de la 304 Peugeot du couple, a abordé, seule au volant de la voiture du couple, la jeune Isabelle, lui demandant un renseignement anodin et l'invite à monter à bord. C'est bien elle, la proie désirable, qu'ils avaient tous deux repérée la veille. Elle allait la lui offrir, comme une offrande à un dieu. Un peu plus loin, un homme fait du stop avec un bidon d'essence à la main. Monique Olivier s'arrête et le fait monter, jouant la comédie à fond, feignant la surprise, ne montrant pas qu'elle le connaît. Mais pour Isabelle Laville, déjà, le piège vient de se refermer. Ils vont s'arrêter encore un moment dans un endroit calme, pour attendre la nuit, avant de rentrer chez eux. Tout est prévu, même un puissant calmant neuroleptique, du Rohypnol, médicament qui assomme littéralement Isabelle. Quand, dans la soirée, ils arrivent enfin chez eux, Isabelle est toujours endormie. Michel Fourniret la monte à l'étage, dans l'une des deux chambres. L'histoire devient horrible, cruelle et glauque. Intolérable, puisqu'une enfant est en jeu et en scène. Il a du mal à avoir qu'à cela ne tienne. Monique Olivier lui prodigue alors pour le mettre en condition. Ce sont là ses propres mots, prononcés à la barre de la cour d'assises quand elle est interrogée. Peu après son premier crime commis, Michel Fourniret, qu'on surnommera l'ogre des Ardennes,
étrangle la petite Isabelle avec une cordelette, l'enroule dans un tapis, sollicite encore l'aide de sa compagne pour aller la jeter dans un puits abandonné à Bussy-en-Othe, là aussi en pleine nuit et en pleine forêt. Ce sera le même soir son deuxième crime. Le corps d'Isabelle Laville ne sera retrouvé qu'en 2006, après une intense campagne de fouilles qui a suivi les premiers aveux de Monique Olivier et quelques indications de l'accusé. Une analyse ADN du squelette confirmera, hélas, ce que le père savait depuis le premier jour, après avoir reconnu les bottines blanches que sa fille avait encore aux pieds. Mais les gendarmes auront cherché longtemps. Le magistrat interrogeait en vain Michel Fourniret. C'est au lieu-dit La Ramée, sur le territoire de la commune de Bussy-en-Othe, qu'on repérera ce qui peut ressembler au dire de Michel Fourniret. Un vieux transformateur détruit depuis, noyé sous les ronces, un petit appentis écroulé, lui aussi mangé par la végétation. Le tout en briques rouges, près d'une route où en face se tient ou se tenait une cabane à chasseurs. Un puisatier réquisitionné et 4 spéléologues de la gendarmerie nationale descendront à près de 20 mètres dans cet étroit boyau qu'il a fallu consolider pour dégager ce qu'il reste du corps de l'adolescente. Un sac encore sur la tête et la bouche scotchée. Au-delà de l'horreur, la pugnacité d'une magistrate et de quelques enquêteurs a enfin payé. Car ce puits, le puits dont il s'agit, a été difficile à retrouver, parmi la centaine déjà inspectée et fouillée, car il est à demi couvert, abandonné, peu visible. Mais c'était là, sans compter sur la détermination des gendarmes qui ont repris toutes les fouilles, toutes les investigations, suite aux frasques du couple dans les Ardennes. Michel Fourniret, arrêté le 26 juin 2003, en Belgique, après une tentative d'enlèvement qui, heureusement, avait été mal organisée, avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté définitive et incompressible par la Cour d'assises des Ardennes, à Charleville-Mézières, le 28 mai 2008. Après des années d'instruction longues et épuisantes pour tous les participants, des reconstitutions gigantesques en de multiples endroits, de fouilles dantesques faites avec des pelleteuses et des engins de chantier. Âgé et malade, il sera hospitalisé le 28 avril 2021 à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale, l'UHSI de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il y mourra le 10 mai de la même année, emportant à jamais dans la mort une partie de ses secrets. Car ce que nous savons de lui, nous le tenons, pour l'essentiel, de la bouche de Monique Olivier, sa complice. Même si la dernière juge d'instruction, et c'est tout à son honneur, redisons-le, avait réussi à créer un lien de confiance avec lui. 3 autres affaires judiciaires tout aussi tragiques, où le nom de Michel Fourniret revient hanter les esprits, restent aujourd'hui encore à l'instruction. On pense à Marie-Ange Domez, tuée dans Lyon en juillet 1988, mais dont le corps n'a jamais été retrouvé. On pense à Johanna Parish, cette étudiante anglaise, également tuée dans Lyon en mai 1990, dont le corps a été retrouvé dans Lyon le lendemain du crime. On pense enfin à la petite Estelle Mouzin, âgée de 9 ans au moment des faits, enlevée à Guermantes, en Seine-et-Marne, le 9 janvier 2003, dans des conditions tellement proches de l'enlèvement d'Isabelle Laville, et dont le corps n'a pas, à ce jour, pu être retrouvé. Et malheureusement bien d'autres victimes. Je souhaite énormément de courage à la famille d'Isabelle Laville ainsi que ses proches et j'espère qu'elle repose en paix. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.